Si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler d'un projet que j'ai mis en prod il n'y a pas longtemps pour une asso. Avant de plonger dans les détails techniques, de vous expliquer comment j'ai mis en place ce que j'ai mis en place et tous les petits détails croustillants dessus, je voulais, avant de démarrer tout ça, vous parler un petit peu d'associatif et d'engagement, parce que c'est un site que j'ai fait pour une asso. Et du coup, avant de démarrer concrètement, je voulais vous faire part de deux constats que j'ai faits. Le premier, c'est assez simple, c'est quand on rentre du boulot en tant que dev, on est fatigué, on n'a pas envie de se replonger dans notre projet, on est KO. Le week-end, on fait autre chose, on va au ciné, et tout le temps qu'on a envie de passer à donner du temps à des assos, on n'a pas envie de se prendre la tête. Deuxième constat, il y a peu de boîtes qui poussent à l'associatif, à l'accompagnement associatif. L'impact que ça a, c'est que on ne prend pas le temps en tant que dev chez soi le soir de bosser sur des projets à côté associatifs. Et quand on est au boulot, on bosse sur le boulot qui ne nous pousse pas à faire de l'associatif non plus, du coup on ne fait pas d'associatif. Avec ces constats en tête, je me suis dit que pour bosser et pour aider des associations à faire des sites et à gagner en visibilité, il fallait des outils avec très peu d'administration. On ne voulait pas rajouter une charge de travail ni à l'association qui n'a pas le temps de gérer ces nouveaux outils, ni au dev qui doit mettre en place cet outil. On veut des outils qui ne soient pas chers, parce que les assos, elles n'ont pas beaucoup de sous, elles n'ont pas beaucoup de subventions, de moins en moins, et de moins en moins de dons. Du coup, il faut que ce soit des outils qui ne soient pas chers. Il faut que ce soit des outils qui nécessitent peu de maintenance. Une fois que c'est en prod, on veut que ça tourne tout seul, on ne veut pas avoir à se reconnecter tous les soirs pour redéployer un nouveau script, pour mettre à jour les dépendances, pour mettre à jour la donnée, etc. Et donc avec tout ça, je me suis dit que la Jamstack, c'était un framework qui était très bien pour mettre en place rapidement des sites à destination d'associations. Donc je dis bonjour, je ne suis pas présenté, je m'appelle Kevin Renel, je suis architecte développeur chez Théodo. Mon boulot au quotidien, c'est de développer des sites web en PHP, en JavaScript. Et pourquoi j'en suis venu à bosser sur la Jamstack? Un truc que moi j'ai beaucoup aimé sur mes différents projets, c'était de bosser sur la performance des différents applis qu'on développait. Faire des trucs qui soient rapides pour l'utilisateur, qui soient rapides à mettre en prod, à déployer, etc. Et à utiliser surtout. Je vous ai remis mon Twitter, GitHub, bref, on s'en fiche. Et du coup, je vais essayer de vous introduire un peu le contexte de mon projet. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder et qui peut être compliqué. Donc si vous avez des sensibilités à ça, vous comprendrez très bien que vous sortiez faire un tour et que vous reveniez dans un quart d'heure. Je vais parler des violences faites aux femmes et notamment aux féminicides. Mon épouse bosse régulièrement, elle est indépendante, elle est graphiste, illustratrice, elle bosse pour une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. C'est une association qui s'appelle Léa, Lieu Écoute Accompagnement. Et parmi les actions de cette association, il y a l'accueil de femmes victimes de violences, les aider à trouver des nouveaux logements, les aider à se reconstruire, les aider potentiellement à déménager à l'autre bout de la France pour fuir un compagnon ou un ex-compagnon violent. Et parmi toutes les actions de cette association, il y a notamment des actions de communication qui sont très importantes au niveau du public et de ces femmes qui ne savent pas forcément que cette association existe. Pendant certaines de ces actions de communication, il y a eu la volonté d'afficher une frise des féminicides qui ont eu en 2019, qui ont eu lieu en 2019. Donc féminicide, il n'y a pas de définition précise, il n'y a pas de définition exacte d'un féminicide. Ce qui est retenu généralement, c'est un crime, c'est une femme qui se fait tuer par un compagnon ou un ex-compagnon. La première question que je me suis posée, c'était combien il y a eu de féminicides en 2019 ? Comment on trouve les données ? Comment on trouve ces infos ? J'ai simplement tapé féminicide 2019 dans Google. Et les liens qui ressortent, c'est que des liens de presse, donc Le Parisien, France Inter, CNews, L'Express, La Croix, donc aucune ressource officielle. Et c'est un nombre qui varie en fonction des liens. Donc on a de temps en temps 149, on a de temps en temps 122, on a de temps en temps 116. On n'a aucune idée il n'y a pas de ressources officielles, il n'y a rien qui nous donne le total, il n'y a rien qui nous donne un détail, il n'y a rien qui nous donne des informations précises sur ce fait-là. Comme je disais avant, c'est un sujet qui est assez sensible. Le traitement médiatique qui est fait de ces féminicides est très limité. Il y a quelques actions chocs qui sont faites. Il y a les Femen qui ont manifesté l'année dernière dans le Père-Lachaise. On en a un peu parlé en décembre, mais ça a très vite été oublié. Pas de statistiques officielles, il n'y a nulle part une ressource officielle qui va nous donner la valeur de l'impact de ces actions sur la société. Le traitement médiatique qui est fait de ces féminicides est généralement très mauvais et même très violent pour les victimes elles-mêmes. Alors j'ai mis quelques
en-tête de journaux, donc des captures d'écran que j'ai fait sur des sites web. Donc là, sur l'Est républicain, alcool, divorce et menaces de mort. Donc un vieux jeu de mots pourri sur amour, gloire et beauté. Donc on peut s'en passer, merci. Souvent, on va mettre ça sur des drames familiaux, on va mettre ça sur on va utiliser des tournures très passives pour victimiser encore plus la victime. Donc là, un drame de vieillesse après un double suicide, souvent on va parler de double suicide et pas d'un crime puis d'un suicide. La personne qui s'est fait suicider en premier n'a pas forcément choisi. Et donc souvent, on a des tournures qui sont très maladroites, voire carrément insultantes. Donc là, un titre l'année dernière, la soupe est trop chaude, il tue sa femme. Il ne tue pas sa femme parce que la soupe est trop chaude, il tue sa femme parce que c'est un meurtrier et qu'il fallait l'arrêter avant ça. Donc en partant de ce constat, moi ce que je me suis dit, c'est aujourd'hui il n'y a pas de ressources officielles, il n'y a aucun lien pour afficher, pour montrer et faire de la communication et discuter de ce sujet qui est important. Et donc j'ai décidé d'ouvrir féminicide.org. Donc c'est en prod depuis pas très longtemps, donc ça c'est le site que moi j'ai mis en place. C'est développé avec de la Jamstack et je recense les féminicides 2019 et 2020 pour l'instant. Donc en 2019, il y a eu 150 féminicides. Donc même le 149 qu'on avait sur le résultat Google plus tôt est pas à jour. Et donc là, on a la liste de tous les féminicides de 2019. Les prénoms ne sont pas anonymisés parce que les sources de ces différents féminicides, c'est des rubriques de presse et les prénoms ne sont pas toujours anonymisés. Donc si je reviens sur mon voilà. Donc je vous ai présenté un petit peu le contexte. Je vais vous parler un peu tech, comment j'ai mis en place ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les sources de données, etc. Donc au niveau de la techno, je voulais un truc qui soit rapide à développer, je voulais moi apprendre quelque chose au passage. Du coup je me suis dit que, comme je vous ai expliqué juste un peu au début, la Jamstack ça me paraissait une bonne solution pour mettre en place ce genre de site. Du coup j'ai utilisé Gatsby comme framework. L'hébergement, je voulais un truc qui me permette de déployer rapidement, de répondre aux objectifs de performance que moi j'avais en tête. Du coup, j'ai utilisé Netlify parce que c'est gratuit, ça marche très bien et c'est un peu le choix par défaut sur la Jamstack, j'ai l'impression. Les données, elles sont hébergées sur un Google Maps, en tout cas au début. Donc je vais vous expliquer juste après comment ça marche et pourquoi Google Maps surtout. Et il me fallait un trigger qui redéclenche le déploiement de mon site quand il y a des nouvelles données qui arrivent. Pour le trigger et pour déclencher le redéploiement de ce site, j'ai utilisé IFTTT, donc If This Then That, qui va me permettre d'appeler l'URL Netlify de redéploiement sur un trigger. Alors pourquoi Google Maps? Google Maps, je ne l'ai pas vraiment choisi, ça m'a été un peu imposé. La seule association, le seul collectif qui recense les féminicides aujourd'hui, le seul point d'entrée, le seul point à peu près officiel qui liste ces féminicides, en faisant des revues de presse, en surveillant les journaux locaux, les journaux nationaux. C'est un collectif qui s'appelle, alors le Twitter c'est Féminicide FR, et ils sont présents sur Twitter, sur Facebook, et ils maintiennent cette carte Google Maps à jour, en listant au fur et à mesure des féminicides et des revues de presse les différents cas de féminicide qu'il y a eu en France. Donc là c'est la version 2020. Ils maintiennent cette carte, alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce format. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau féminicide et qu'ils mettent à jour cette carte, ils vont publier un post sur Facebook, sur leur Facebook, et un nouveau tweet. Donc à partir de cette carte, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire quand même, c'est exporter un format qui est un peu plus utilisable pour nous développeurs, c'est un KML. Donc KML, c'est simplement du XML à la sauce Google. Je crois même que c'est un standard en fait, c'est pas forcément Google. Ça ressemble à ça. C'est une liste de place marks, avec pour chacun un nom, une description et des coordonnées. Alors c'est assez peu structuré au final quand on commence à regarder, parce que toutes les données qui nous intéressent sont dans la description. On peut extraire assez rapidement le nom, avec notamment le nom de la victime, ainsi que les coordonnées, le lieu donc, où a eu lieu le féminicide, mais tout ce qui est situé dans la description, donc la date, l'âge, ainsi que les sources, sont complètement noyés dans une masse de données, et on a même du bruit, on a des balises HTML, on a quelques trucs là-dedans. Gatsby fournit un transformer qui permet de lire directement le KML, donc ça c'est assez pratique. On peut à partir de ça récupérer très facilement le nom, la description et les coordonnées. À partir de là, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai joué un petit peu avec
avec tous les callbacks qui sont générés à la création des nœuds dans Gatsby, et en mettant quelques expressions régulières, pas forcément très jolies, j'arrive à en extraire des dates, l'âge, le nom de la personne, etc. Les liens, etc. Je nettoie tout mon contenu, et j'ai une première version de site qui tourne, pour lequel j'ai ma source qui est mon KML que je télécharge en entrée, que je donne à manger à mon Gatsby qui me génère toutes mes pages, donc une page par victime plus les pages de liste. Ça marche bien. Ça marche bien, et du coup il me faut un trigger pour déployer mon site. Comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, j'ai utilisé if this then that. C'est un petit service qui est assez sympa. Ça part d'un trigger qui peut être à peu près tout et n'importe quoi. Eux en fournissent un gros paquet et je crois qu'on peut les customiser. Moi j'ai utilisé Twitter, donc c'est un moyen détourné que j'ai utilisé pour savoir quand est-ce qu'il y avait des nouvelles données et quand est-ce que j'avais besoin de redéployer mon site. J'aurais pu mettre en place un cron qui va récupérer régulièrement le KML, qui regarde s'il y a des différences par rapport à la version précédente, mais ça me paraissait un peu compliqué à mettre en place. Et donc là, à chaque fois que j'ai un nouveau tweet qui est publié par le compte Féminicide.fr, alors je déclenche une action qui est un post sur l'URL de Netlify qui me permet de redéployer mon site. Sur IFTTT, l'interface est assez simple, ça ressemble à ça. Donc quand j'ai un nouveau tweet de Féminicide.fr, alors je fais un post sur cette URL qui redéploie mon site. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça marche plutôt bien. Si j'ai un post Twitter qui ne correspond pas à un nouveau féminicide, bah, ça redéploie, mais il ne se passe rien de nouveau, c'est pas trop grave. La fonction en elle-même me coûte rien, et du coup c'est assez pratique, ça se fait tout seul, et c'est zéro maintenance. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai mis ça en place pour la première fois, IFTTT permet de recevoir une notification quand le site redéploie sur l'application mobile. Et au bout d'un mois, c'est plutôt déprimant de recevoir une notification tous les 3 jours pour dire qu'il y a un nouveau féminicide. Donc j'allais voir manuellement le site de temps en temps pour voir si tout tournait bien, mais j'ai désactivé les notifications parce que c'était pas forcément le truc le plus gai à recevoir. Alors petite pause, maintenant on a un truc qui marche, on a un site qui est déployé, qui est déployé tout seul, qui se maintient tout seul en place. Les données sont à peu près potables. De temps en temps j'ai des noms, des prénoms, des dates, des âges que j'arrive pas à extraire, mais ça marche pas mal. Et donc là, la question qu'on se pose tous sur les side projects, à bout d'un moment, c'est bon, ok, super, j'ai un truc qui marchote. Est-ce que je le laisse comme ça, je le mets en prod, ou est-ce que je m'arrête là? Comment je reste motivé? Comment j'arrive sur la suite? Moi, je voulais apprendre des nouveaux sujets, et donc je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'améliorer la qualité de la donnée. La donnée, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je veux déployer mon site, je vais télécharger le KML, je vais reparser l'intégralité de la donnée, je vais remplir mes cases de mes pages dans Gatsby, je déploie ça. Si je veux corriger une donnée, par exemple, si le collectif Féminicide.fr a rempli dans la description, au lieu de mettre l'âge précis de la personne, elle a mis dans la soixantaine, dans la quarantaine. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas parser avec des expressions régulières. Par contre, de temps en temps, à la main, moi, je suis prêt à aller éditer la donnée, la corriger les noms, relire la description et mettre des âges, même approximatifs, dans les cases que moi, j'aurais définis. Ça, je ne peux pas le faire avec le contenu actuel, avec le système de build actuel. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est utiliser le KML comme donnée primaire, mais pour le déploiement de mon site, remplir les données dans Contentful. Contentful, c'est un CMS headless. On décrit un modèle de données, et après on peut saisir des données directement sur leur site. Ces données sont accessibles par API, il y a tout un tas de connecteurs pour brancher Contentful à Gatsby, extraire les données de Contentful et les injecter dans Gatsby. Du coup, ça me paraissait une bonne solution. Donc ce que j'ai fait, c'est la méthode qui lors du build, allait lire le KML et extraire les données structurées pour moi les injecter dans ma page. Au lieu de les injecter dans ma page, bah, je crée des nouveaux items sur Contentful. Si je redessine un peu le flux qui amène la data jusqu'au site web, donc on a IFTTT qui surveille Twitter. Quand il y a un nouveau tweet du compte Féminicide.fr, IFTTT va déclencher une fonction sur Netlify. Cette fonction Netlify, qu'est-ce qu'elle fait? Elle télécharge le KML, elle le remet en local, elle le parse, et si elle voit qu'il y a une nouvelle donnée, elle crée la nouvelle donnée sur Contentful. À partir de ça, Contentful, quand on va publier une nouvelle donnée, quasiment tout seul, il va venir déclencher la fonction Netlify pour redéployer le site. Et le site, en déployant, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'aller chercher les données sur le KML, il va lire les données structurées directement sur les API Contentful. Il régénère le site, il redéploie.
Le dernier trigger que j'ai fait apparaître là, c'est GitHub. Donc moi, quand j'ai besoin de modifier mon site, de mettre à jour les templates, de mettre à jour l'affichage des données que, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, je vais ouvrir une pull request sur GitHub qui automatiquement va déclencher les live previews, les environnements de live preview sur Netlify et va redéployer mon site en allant chercher toujours les données sur Contentful. Maintenant, la suite de ce projet. Donc là, aujourd'hui, c'est en prod, j'ai acheté le domaine, j'ai branché tout ça sur Netlify, ça marche bien. Le repo est open source, donc je vais en discuter un peu, je vais essayer de faire un peu de com dessus pour demander des contributions. Le site n'est pas ultra joli parce que moi, je suis pas designer pour le coup. Et du coup, si vous avez envie de m'aider à contribuer dessus, j'ai mis le lien à la fin de la présentation. J'aimerais ajouter des statistiques pour afficher des statistiques par âge, par région et avoir des données un peu plus structurées. Utiliser ces données structurées qu'on a réussi à extraire de ce KML non structuré. Remonter plus loin dans l'historique. Aujourd'hui, on a 2019-2020. Sur le Twitter, on remonte à bien plus que ça, donc je pense qu'on a moyen de récupérer des données historiques. Et je ne l'ai pas trop montré, mais sur la carte qui est affichée, il y a plusieurs niveaux de carte. Il n'y a pas uniquement les féminicides, il y a également les mobilisations à venir, les manifestations qui vont avoir lieu, et ça pourrait être un bon vecteur également pour donner de la visibilité à ces mouvements-là. Si je reviens un petit peu sur l'engagement, moi ce qui m'a permis d'avancer sur ce projet, c'est le fait d'apprendre des nouveaux trucs, de faire de la Jamstack, de brancher des Netlify Functions qui marchent très bien et qui sont assez sympas à développer, et le fait d'avoir un sujet qui je pense est important et qui a vraiment qui j'espère aura un impact. Ce qui peut manquer quand on démarre sur un truc comme ça, c'est trouver un sujet qui nous touche vraiment et sur lequel on a envie de s'engager. Pour ça, moi je vous conseille, il y a une association que j'aime bien qui s'appelle Asteria, qui est une association qui réfléchit justement sur les méthodes d'engagement, sur les façons de s'engager. S'engager, ça peut être aller signer une pétition, ça peut être aller manifester, ça peut être plein de choses, mais ça peut être également donner un peu de temps pour une asso, donner un peu de temps pour que ça soit une asso d'initiation au logiciel libre, une asso pour aider des sans-abri ou pour venir en aide à des femmes victimes de violences. Et donc ce qu'ils ont fait, cette association, c'est qu'ils ont édité un guide qui s'appelle le Guide pour agir, sur toutes les lignes, qui recense une énorme partie des assos parisiennes, ou en tout cas des associations accessibles en métro depuis Paris, avec leur domaine d'action, est-ce qu'ils recherchent ou non des bénévoles, ce qu'ils ont envie de développer dans les années à venir. Et c'est un super moyen de trouver de l'inspiration pour aller aider des assos et aller aider des gens. Ce bouquin, il est à prix libre, je vous ai également mis le lien pour aller regarder un peu plus en détail à la fin de la présentation. Si vous voulez creuser un petit peu, vous pouvez soit aller discuter directement avec l'asso, ils ont des permanences, soit le commander en ligne. Conclusion de ce talk, la Jamstack, moi, sur ce projet, j'ai trouvé ça rapide à mettre en place. Ça n'a pas pris des heures de construire ce site, enfin ça m'a pris des heures, si, ça m'a pas pris des mois à construire ce site. C'est peu cher, tous les outils que j'ai utilisés sont gratuits, que ça soit GitHub pour l'hébergement, même en privé au début, des sources, Netlify pour l'hébergement du site web en lui-même. Les données sont sur Google Maps, donc c'est gratuit. Les données structurées, je les ai mis sur un Contentful. Je suis sur le plan payant et je suis sur le plan gratuit et je suis très très loin du plan payant. Quand on commence à développer la Jamstack et quand on commence à vouloir mettre en prod des petits sites, donc je parle de sites associatifs, je ne parle pas de sites avec des milliards de pages et des contraintes très importantes, on peut s'en sortir pour rien. Le seul truc que j'ai payé, c'est le nom de domaine. Et ce qui est assez intéressant avec la Jamstack, c'est que les sources de données sont ultra diversifiées. Là, on voit que j'ai bossé avec un fond de carte, on peut brancher plein de trucs, et si le connecteur Gatsby ou sur le connecteur de votre framework n'existe pas, c'est généralement assez simple de se plonger dans la mécanique pour en développer des nouveaux. Donc voilà, c'est fini. Donc là, j'ai remis les différents liens des différentes assos, comme je disais, le bouquin avec la liste une liste de domaines d'idées pour s'engager. Ça, c'est une ressource que j'ai trouvée récemment qui est assez sympa pour avoir une liste de services gratuits pour les devs. Même le mail, souvent quand on va acheter un nom de domaine, le mail qu'on va utiliser, c'est impossible de brancher plein de mails dessus, de créer toutes les adresses mail et les outils pour faire ça gratuitement également. Donc je
Je pense que c'est un bon moyen d'aider des assos. Que la Jamstack est un bon moyen d'aider des assos. J'ai pas mis d'analytics dessus. Je sais pas si j'ai envie de le faire. Parce que ça veut dire les bandeaux de est-ce que vous voulez être traqué, les trucs comme ça. Que j'ai pas spécialement envie de mettre le bandeau en fait. Ça pourrait être intéressant de voir le. Alors c'est en prod depuis. Enfin le domaine je l'ai acheté il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc j'ai pas vraiment communiqué dessus encore. Mais non, j'ai pas encore le stat là-dessus. Ils sont au courant, Oui, je leur ai partagé le lien. Ils tweetent toujours après avoir mis la carte à jour. Ils tweetent toujours après avoir mis la carte à jour. Parce qu'ils savent qu'il y a ça derrière ou... Non, parce que c'est leur flux de travail habituel. En fait, ce que je me suis dit quand j'ai commencé à bosser là-dessus, je me suis dit, ben, S'ils font dans l'autre sens, ça change pas grand-chose. s'ils font dans l'autre sens, au pire, bah, je déclenche 2 jours plus tard, quoi. C'est pas forcément trop grave. Et après, ce que j'ai fait, parce que j'ai un compteur pour dire le nombre de féminicides qu'il y a eu depuis le début de l'année pour ramener ça en données un peu mesurables. Je dis par exemple qu'il y a un féminicide tous les 93 heures pour mettre à jour des compteurs comme ça et pour m'assurer que le site est quand même à jour, je redéploie le site toutes les 24 heures. Simplement pour recalculer ça, c'est un... Comment j'ai fait ça? Je sais plus. Je crois que c'est un autre IFTTT. On peut dire un autre trigger, c'est tous les 24 heures, je fais un post sur la même URL. Pourquoi tu rebuilds tous les soirs et ça serait... Enfin, c'est pas plus simple de créer une API et aller chercher la data d'une API que tu aurais fait toi-même. Enfin, c'est l'analogie de Jamstack, c'est vrai qu'on écoute beaucoup de fois et l'histoire de builder, alors qu'à la fin on est censé faire le truc le plus pragmatique possible et avoir la data dans une API. Bah là, ça m'aurait coûté plus cher de mettre une API. Là, en fait, alors, la seule API que j'utilise aujourd'hui, c'est Contentful, qui est fournie automatiquement. Et du coup, effectivement, j'aurais pu mettre du JS en front en plus pour aller chercher des données à jour, pour aller interroger en temps réel Contentful. Là, l'idée, c'est qu'il y ait le moins de mises à jour possible de par la nature des données. Du coup, je me disais que c'était pas forcément nécessaire. Vu que Contentful, c'est venu après, en plus, j'avais déjà tout le mécanisme de construction du site, qui se basait sur le KML, que j'ai basé sur les données structurées sur Contentful. Du coup, j'ai pas spécialement eu besoin de rajouter une API. Si j'avais besoin de mettre une API, la structure derrière, elle serait un peu plus complexe. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un serveur qui héberge cette API, et tout de suite, bah, c'est payant, quoi. Parce que tu connais no.sh. Ouais. Ça permet de déployer une API gratuitement. Sinon, j'avais des questions. Toi, tu as utilisé Netlify Function. Ouais. Est-ce que tu connais les limites de Netlify Function? Alors, les limites, je peux aller me connecter rapidement. Je les atteins clairement pas. Parce que je crois qu'il y a des limites fonctionnelles. Après, bien sûr, il y a des limites de temps, d'exécution, tout ça, mais ça, c'est normal. Et je crois qu'il y a d'autres limites. Pour l'avoir testé, je sais que des fois, c'est pas compatible avec certaines. Ouais. Là, ce qu'elle fait, ma fonction, concrètement, c'est qu'elle va télécharger le KML et elle regarde même pas tous les items, elle prend uniquement le dernier et elle regarde s'il existe déjà dans Contentful. Si elle n'existe pas, elle le crée. Donc en fait, la fonction en elle-même est assez rapide à tourner. On a droit à 100 heures de runtime par billing period, donc par mois, j'imagine. Moi, j'en suis, bon là, en février, j'en suis. Ça, c'est dans le plan gratuit, ouais. Et à 125 000 calls par mois. Donc là, tu vois, j'en suis très très loin, quoi. Je parlais pas de ces limites-là, je parlais des limites fonctionnelles. Qu'est-ce qui est permis de faire? Bon, là, je te dis, donc là, les calls qu'elle fait, c'est elle va downloader un KML, elle va le lire, le parser, et elle va refaire des calls API à Contentful. Donc c'est globalement, elle va télécharger une source de données, l'extraire, la transformer et la repousser ailleurs en faisant des calls API. Tu as déjà un scope d'utilisation qui est déjà pas mal. Et après, deuxième question, pourquoi HTTP et pas Zapier? Et pas quoi? Zapier. Parce que j'avais déjà utilisé FTTT, je savais que ça marchait. Zapier, je l'ai déjà utilisé également, mais les deux sont, je pense que les deux permettent de faire ça. Ouais. IFTTT, c'est peut-être plus le truc historique, mais je savais que ça marcherait comme ça. Donc, Est-ce que tu maîtrises où sont déployées tes fonctions et ton site? Enfin, dans quel data center ou dans quel géolocalisation? Non.
Je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire une abstraction assez importante des lambda Amazon. Et pour simplifier un peu justement tout ce déploiement et ce genre de questions-là. Et du coup, le déploiement de ces fonctions, c'est assez simple. Hein, tu as une commande à lancer. Voilà. Après, à débugger, c'est un peu galère parce que tu te retrouves à faire des consoles log et à regarder dans le log Netlify qui n'est pas toujours extrêmement à jour. Mais tu as des outils pour le faire tourner en local aussi. Donc en fait, tu peux te débrouiller assez bien. Toute la logique, moi je l'avais déjà faite pour la première version, pour extraire les données structurées. Donc là, la logique qu'il fallait que je branche bien, c'était comment j'appelle Contentful. Et les API Contentful sont relativement bien fichues. C'est pas ultra fluide, mais c'est bien fichu. Oui, il y a une partie que j'ai pas compris. Oui. Ta Netlify function, elle met à jour Contentful. Ouais. Et comment est-ce que tu redéploies après ça? Contentful et Gatsby sont ultra bien. Contentful et Netlify sont ultra bien intégrés. Quand tu démarres ton appli, alors je peux peut-être montrer, mais quand tu démarres ton appli Contentful, tu peux lui dire connecte-toi sur Netlify. Donc tu cliques sur 3-4 boutons, tu te logs, et en fait il va se brancher automatiquement sur un hook de redeploy Netlify. Donc quand tu vas publier un nouveau contenu, tu as une version draft de tes contenus, quand tu le publies, ça va appeler automatiquement les fonctions Netlify de redéploiement. Je crois que c'est dans Webhooks peut-être. Voilà, donc là, il y a des Webhooks templates. Donc là, quand je veux déployer un site sur Netlify, j'add ce template-là. Et donc là, automatiquement, lui, ce qu'il va faire, c'est il va faire un post sur ce hook de deploy. Et ça va déclencher le build de Netlify. La connexion entre les deux, entre Contentful et Netlify, se fait très bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé Contentful. Parce que je savais que l'intégration était bien poussée entre les deux.